L'air extérieur sentait l'herbe fraîchement coupée et l'asphalte mouillé. Quelqu'un dans la rue arrosait ses hortensias. C'était une soirée parfaitement normale de mardi dans notre quartier résidentiel tranquille, en totale contradiction avec le fait que toute ma vie venait d'être déracinée. Je me tenais sur l'allée avec pour seul bagage un sac à dos en toile jeté sur mon épaule droite. À l'intérieur se trouvaient 3 jeans, quelques chemises, mon ordinateur portable et ma brosse à dents. C'était tout. C'était 28 ans de ma vie entassés dans un seul sac. Je ne me suis pas retourné pour regarder la maison. Je savais que si je le faisais, je verrais ma belle-mère, Sarah, lorgner à travers les rideaux transparents du salon, s'assurant que la poubelle s'était bien sortie elle-même. Je sentais le gravier crisser sous mes bottes. Chaque pas que je faisais loin de cette propriété me semblait étrangement léger. Le mensonge qu'Elia avait inventé était simple mais dévastateur. Un bracelet disparu. C'était une pièce vintage, un délicat bracelet en argent avec un petit saphir bleu foncé. Il appartenait à ma défunte mère. Mon père n'en parlait jamais, mais il ne l'avait jamais non plus retiré de sa boîte en velours dans son bureau. Elia a regardé notre père droit dans les yeux et a juré qu'il m'avait vu le prendre. Il a affirmé qu'il avait essayé de m'arrêter, et il a dit à mon père que j'avais juste ri à son nez et empoché le bijou. Le plus angoissant n'était pas l'histoire fabriquée d'Elia. Elia mentait depuis qu'il était assez vieux pour parler. Le plus angoissant était mon père. Il ne m'a pas posé une seule question. Il n'a pas exigé d'explication. Il s'est juste tenu dans la cuisine, ses grandes mains posées à plat sur le comptoir en granit, ses épaules tendues, et m'a dit de faire mes valises et de partir. J'ai attendu qu'il me regarde. J'ai attendu un éclair de doute dans ses yeux. Un moment où il se rappellerait que j'étais son fils aîné, celui qui n'avait jamais demandé un sou. Il n'a jamais croisé mon regard. Alors, je suis monté à l'étage. Je suis passé devant les photos de famille encadrées dans le couloir où mon visage était toujours légèrement caché au dernier rang. J'ai fait mes valises en silence total. Je n'ai pas touché le bracelet. Je n'avais jamais touché le bracelet. Je ne savais même pas où mon père gardait la clé de ce tiroir spécifique. La première chose étrange à propos de cette soirée fut le silence incroyable de mon esprit. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai même pas essayé de formuler un plan pour savoir où je dormirais cette nuit-là. J'ai juste continué à marcher sur le trottoir, passant devant les boîtes aux lettres familières et les lampadaires lumineux, laissant la brise fraîche du soir frapper mon visage. J'étais complètement engourdi. C'était le silence absolu d'un cœur qui avait finalement cessé d'essayer de gagner l'amour de personnes déterminées à me méprendre. Pour comprendre à quel point mon père m'a facilement jeté, il faut comprendre l'ombre dans laquelle j'ai vécu toute ma vie. Mes parents ont divorcé amèrement quand j'avais seulement 7 ans. Ce fut une séparation désordonnée et bruyante qui s'est terminée par le déménagement de ma mère à travers le pays et mon père obtenant la garde principale. 3 ans plus tard, ma mère est décédée. Ses funérailles ont été un flou de manteaux noirs et de regards de pitié. Après cela, mon père a épousé Sarah et 1 an plus tard, Elia est née. Dès le premier souffle d'Elia, il a été l'enfant prodige. Il était le nouveau départ que mon père et Sarah voulaient. J'étais le bagage restant d'un mariage raté, un rappel vivant d'un passé que mon père voulait désespérément effacer. Le favoritisme n'était même pas subtil. Il était tissé dans le tissu de notre vie quotidienne. Quand Elia a eu 16 ans, une toute nouvelle berline argentée est apparue dans l'allée avec un énorme ruban rouge sur le capot. Quand j'ai eu 16 ans, mon père m'a tendu un horaire de bus et m'a dit que bâtir son caractère était plus important qu'une voiture. Je travaillais à temps partiel dans des restaurants et des quincailleries juste pour acheter mes propres vêtements. Elia faisait laver et plier son linge et le posait sur son lit par Sarah jusqu'à ce qu'il ait une 20aine d'années. J'ai appris très tôt que la seule façon de survivre dans cette maison était de me rendre invisible. Je maintenais de bonnes notes, restais à l'écart des ennuis et ne demandais jamais d'argent. Mais quoi que je fasse, j'étais toujours le problème. Si une fenêtre était cassée, j'étais interrogé. Si la facture d'épicerie était trop élevée, Sarah ferait des commentaires bruyants et passifs-agressifs sur la quantité de nourriture qu'un adolescent en pleine croissance consomme. Elia, en revanche, ne pouvait rien faire de mal. Il était charmant, bruyant et incroyablement manipulateur. Il savait exactement comment afficher un large sourire et jouer les victimes chaque fois qu'il était acculé. Au moment où il atteignit la 20aine, il était passé d'une entreprise ratée à l'autre, toujours financé par la patience et le compte bancaire apparemment infini de mon père.
pendant que je travaillais 50 heures par semaine pour construire lentement ma carrière, Elia dormait jusqu'à midi, jouait à des jeux vidéo au sous-sol et se plaignait que le marché du travail était truqué contre des esprits brillants comme le sien. Sarah l'a complètement encouragée. Elle était passée maître dans l'art de déplacer les responsabilités. Chaque fois que mon père montrait une pointe de frustration envers la paresse d'Elia, Sarah tournait immédiatement la conversation vers moi. Elle mentionnait que je n'avais pas assez rendu visite ou que mon salaire n'était pas assez impressionnant pour quelqu'un de mon âge. Elle a construit une forteresse protectrice autour de son fils biologique en dirigeant constamment le feu entrant vers moi. J'ai accepté cette dynamique parce que je désirais désespérément une famille. J'ai avalé l'injustice, les remarques désobligeantes et le manque de respect flagrant parce que je pensais que si je prouvais simplement ma loyauté, mon père finirait par voir ma valeur. Je voulais qu'il me regarde avec la même fierté qu'il réservait à Elia. Cet espoir désespéré et pathétique m'a maintenu lié à une maison qui n'avait jamais vraiment été un foyer. J'ai toléré la toxicité parce que je craignais d'être complètement seul au monde. Mais debout sur le porche, écoutant Elia me traiter de perdant pendant que mon père restait silencieux à l'intérieur, le dernier fil de cet espoir a finalement cassé. J'ai réalisé que l'on ne peut pas gagner l'amour de personnes qui ont déjà décidé que l'on est sans valeur. Le décor de mon expulsion fut planté 3 jours avant la disparition du bracelet. C'était un dimanche soir et mon père avait insisté pour un dîner de famille afin de célébrer ce qu'il appelait la percée professionnelle majeure d'Elia. Je suis arrivé à la maison avec une bouteille de vin coûteux, essayant de jouer le rôle du frère aîné solidaire. La table de la salle à manger était dressée avec les meilleures assiettes en porcelaine et les verres en cristal de Sarah. Elia trônait à la tête de la table. Il portait une chemise impeccable que je savais que notre père avait payée. À côté de lui était assise sa petite amie, Chloé. C'était une fille calme, toujours l'air légèrement mal à l'aise dans notre maison, ses yeux allant et venant entre Elia et mon père. En face de moi était assis Julien, un gars qui était mon meilleur ami au lycée jusqu'à ce qu'il réalise que faire des courbettes à Elia était un moyen beaucoup plus rapide d'obtenir des boissons gratuites et des invitations au country club de mon père. Donc, les investisseurs me supplient pratiquement de prendre leur argent, se vanta Elia, faisant tournoyer le vin dans son verre. Ils ont regardé le prototype de mon application et ont dit, ça va révolutionner tout le marché. Je parle d'un salaire à 6 chiffres dès le départ, plus départ. Mon père rayonnait, sa poitrine se gonflant visiblement. J'ai toujours su que tu avais l'esprit d'entreprise, Ellie. Il faut du cran pour construire quelque chose de zéro. Je gardais les yeux sur ma côtelette, la coupant en carrés parfaitement réguliers. Je savais pertinemment que le prototype de l'application d'Elia n'était qu'un wireframe basique qu'il avait payé $200 à un étudiant pour le concevoir sur Fiverr. Il n'y avait pas d'investisseur. Il avait vidé le reste de son fonds universitaire 6 mois auparavant et siphonné discrètement de l'argent du compte joint de mon père avec Sarah. « Et toi, maçonne ?» demanda Julien, un sourire condescendant se répandant sur son visage. « Tu pousses toujours des papiers dans cette entreprise de logistique ? Une chance d'obtenir une promotion avant tes 30 ans ? Je gère la chaîne d'approvisionnement régionale, Julien, dis-je calmement, gardant ma voix neutre. Et oui, le travail est stable. Sarah ricana doucement, ramassant son verre de vin. Stable n'est qu'un autre mot pour stagnant. Maçonne, tu devrais apprendre à prendre des risques comme ton frère. La fortune sourit aux audacieux. Je sentis ma mâchoire se serrer. L'hypocrisie était suffocante. Je voulais crier que mon travail stagnant payait mon loyer, mes factures et le prêt que j'avais contracté pour réparer ma voiture tandis que leur fils audacieux se noyait secrètement dans les dettes de cartes de crédit. Mais je ne dis rien. Je me contentais de prendre une gorgée d'eau. Après le dîner, tandis que Sarah et mon père étaient dans la cuisine à faire du café, je me dirigeais vers la salle de bain du couloir. Alors que je passais devant le bureau de mon père, la porte était légèrement entr'ouverte. Je m'arrêtai. À l'intérieur, le lourd bureau en acajou était éclairé par la lampe de bureau. Elia se tenait derrière le bureau. Il tirait frénétiquement le tiroir du bas, celui que mon père gardait verrouillé, le tiroir où était rangé le bracelet de saphir de ma mère. J'étais sur le point d'ouvrir la porte et de le confronter, mais une planche de plancher grinça derrière moi. Je tournai la tête. Chloé se tenait au bout du couloir. Elle l'avait vu aussi. Ses yeux étaient grands ouverts, son visage pâle. Elle me regarda, puis détourna rapidement le regard, se précipitant dans le salon sans un mot. Quand je regardai à nouveau dans le bureau, Elia sortait déjà, les mains enfoncées dans ses poches,
sifflotant une mélodie sans tonalité. Il heurta violemment mon épaule en me serrant dans le couloir. Je ne le savais pas alors, mais il venait d'obtenir l'arme qu'il utiliserait pour me détruire. La bombe a explosé le mardi après-midi. J'étais allé à la maison directement après le travail parce que mon père m'avait envoyé un texto disant qu'il y avait une affaire familiale urgente. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'atmosphère était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Le salon ressemblait à une scène de crime. Les coussins du canapé étaient jetés par terre. Les tiroirs étaient arrachés des tables d'appoint et les livres étaient éparpillés sur le tapis. Mon père faisait les 100 pas devant la cheminée. Son visage était rouge de colère. Sarah était assise sur le bord du fauteuil, tapotant ses yeux secs avec un mouchoir. Elia se tenait près de la fenêtre, regardant la rue avec une expression de profonde préoccupation fabriquée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, laissant tomber mes clés dans le bol près de la porte. Mon père cessa de faire les 100 pas et me fixa. Le bracelet a disparu. Le bracelet de saphir de ta mère. Je suis allé au bureau pour récupérer des documents fiscaux dans le tiroir verrouillé. Et la boîte en velours est vide. Mon estomac se serra. L'image d'Elia tirant frénétiquement sur ce tiroir précis me vint à l'esprit. Vide ? Tu es sûr de ne pas l'avoir déplacé ? Je l'ai gardé exactement au même endroit pendant 15 ans, maçonne, gronda mon père, sa voix vibrant de rage. La serrure a été forcée. Quelqu'un a utilisé un tournevis sur le bois. Avant même que je ne puisse suggérer d'appeler la police, Sarah se leva. Elle lissa sa jupe et me regarda avec des yeux froids et calculateurs. C'est drôle, n'est-ce pas ? Le bracelet disparaît exactement la même semaine où tu te plaignais de la panne de ta transmission. Je la fixai, réellement stupéfait par la rapidité de l'accusation. De quoi parles-tu ? Au dîner de dimanche, tu as mentionné que le mécanicien te demandait $2000 pour réparer ta voiture, dit Sarah, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Et nous savons tous que tu refuses de demander de l'aide à ton père à cause de ton orgueil tenace. Les situations désespérées poussent les gens à faire des choses désespérées, maçonne. J'ai de l'argent sur mon compte épargne, Sarah. Je n'ai pas besoin de voler ma propre famille pour réparer une voiture, rétorquai-je, la colère brisant enfin ma façade calme. Je me tournai vers mon père. Papa, tu ne peux pas sérieusement croire ça. Je ne toucherai jamais ces bijoux. Tu sais ce que cette pièce signifiait pour elle. Je ne sais plus quoi croire, dit mon père, se frottant les tempes. Il avait l'air épuisé, vaincu. Je pense que nous devrions juste vérifier les sacs et les voitures de tout le monde. Elia intervint depuis la fenêtre. Il s'avança, posant une main réconfortante sur l'épaule de notre père. Si Mason ne l'a pas pris, ça ne le dérangera pas que nous regardions, n'est-ce pas ? Il faut juste dissiper le malentendu. Nous sommes une famille. C'était un piège. Je pouvais voir le collet se resserrer autour de ma cheville. Mais j'étais si aveuglé par l'audace même de la situation que je ne réalisais pas à quel point le trou avait été creusé. J'ai hoché la tête. Bien. Fouillez ma voiture. Fouillez mon appartement. Faites ce que vous devez faire. Je pensais que la vérité était une défense absolue. Je pensais que parce que j'étais innocent, les faits finiraient par parler d'eux-mêmes. J'ai gravement sous-estimé les efforts qu'un enfant prodige ferait pour protéger sa propre peau, et j'ai sous-estimé le désir de ma famille de trouver un bouc émissaire. Nous n'avons même pas franchi la porte d'entrée pour fouiller ma voiture. Au moment où j'ai accepté la fouille, Elia s'est placé devant moi, bloquant le couloir. Il a poussé un soupir lourd et dramatique et a regardé le sol. Il jouait le rôle du héros réticent, du frère déchiré entre la loyauté et la justice. Ça m'a donné la nausée. Papa, attends. Tu n'as pas besoin de fouiller sa voiture, dit Elia, sa voix tremblante légèrement. Il leva les yeux, ses yeux grands ouverts et convaincants de détresse. Je ne voulais rien dire. J'espérais qu'il le remettrait en place et que nous pourrions faire comme si cela n'était jamais arrivé. La pièce devint silencieuse. Mon père se figea. Dire quoi, Ellie ? Qu'est-ce que tu sais ? Elia déglutit difficilement. Je l'ai vu le prendre. Dimanche soir après le dîner. Je passais devant le bureau et j'ai vu Mason à ton bureau. Il avait le tiroir ouvert. Il tenait la boîte en velours. Espèce de menteur, ai-je crié, m'élançant. Mon père s'est immédiatement interposé entre nous,
me repoussant violemment contre le mur. Laissez-le parler, rugit mon père, sa salive volant sur ma joue. J'ai essayé de l'arrêter, continua Elia, se rétrécissant derrière les larges épaules de notre père. J'ai attrapé son bras et lui ai dit de le remettre en place. Je lui ai dit que c'était celui de maman, et il a juste. Il m'a juste regardé et a ri. Il a fourré la boîte dans la poche de sa veste et est sorti. J'avais tellement peur de faire une scène. Papa, je pensais pouvoir le convaincre de le rendre discrètement. J'hyperventilais. L'ampleur même du mensonge m'étouffait. Papa, il ment. Je l'ai vu près du bureau dimanche. Chloé l'a vu aussi. Appelle-la tout de suite. Avant que mon père ne puisse saisir son téléphone, la porte d'entrée s'ouvrit. Matthew, un ami commun qui avait aidé Elia à faire du réseautage pour son application bidon, entra. Il s'arrêta net, regardant la tension dans la pièce. Mauvais moment, demanda Matthew nerveusement. Sarah sauta immédiatement sur l'occasion. Matthew, étais-tu avec Elia dimanche soir après le dîner? Matthew se tortillait inconfortablement, évitant mon regard. Oui. Nous sommes allés au bar du centre-ville. Elia t'a-t-il dit quelque chose à propos de Mason? Demanda mon père, sa voix dangereusement basse. Matthew regarda le sol, se frottant l'arrière du cou. Oui, il était vraiment bouleversé. Il a bu quelques verres et a commencé à pleurer. Il a dit qu'il avait surpris Mason en train de voler quelque chose de précieux dans votre bureau et qu'il ne savait pas comment vous le dire. Mon cœur s'arrêta. Le sol sembla s'effondrer sous moi. Matthew mentait. Matthew confirmait une chronologie qui n'existait pas. Il avait échangé son intégrité contre la moindre miette d'accès qu'Elia lui avait promise. J'étais complètement piégé. 2 témoins contre ma simple parole. Le piège s'était refermé et les dents de métal mordaient jusqu'à l'os. J'ai regardé mon père. J'ai attendu que l'instinct paternel se manifeste. J'ai attendu que l'homme qui m'avait élevé me regarde dans les yeux et reconnaisse le fils qui ne lui avait jamais menti, ne lui avait jamais rien volé, n'avait jamais amené la police ou des agents de recouvrement à sa porte. Mais mon père m'a juste regardé avec un dégoût pur et absolu. Le muscle de sa mâchoire tressaillait. Il ne voyait pas son fils appuyé contre le mur. Il voyait un voleur. Il voyait un problème dont il avait enfin une excuse légitime pour se débarrasser. Le verdict fut rendu sans procès, sans jury, sans la moindre preuve matérielle. Fais tes valises, dit mon père doucement. Le calme de sa voix était plus terrifiant que ses cris. Et sors de ma maison. Mon père se tenait dans la cuisine, sa posture rigide. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, captant les particules de poussière dansant dans l'air, créant un arrière-plan serein à la violente fracture de ma famille. Il ne pointa pas la porte. Il ne cria pas. Il posa simplement ses mains à plat sur l'îlot en granit et fixa l'évier en acier inoxydable. « Je veux que tu sois parti avant le dîner, déclara-t-il, sa voix dépourvue de toute chaleur. Si tu tentes de revenir, j'appellerai la police et te ferai arrêter pour intrusion. Et si jamais je découvre que tu as vendu ce bracelet, je dépenserai chaque centime que j'ai pour t'ensevelir sous les frais de justice. » Sarah se tenait à quelques pas derrière lui. Elle ne dit pas un mot, mais elle n'en avait pas besoin. Le léger, presque imperceptible relèvement de son menton et le relâchement de ses épaules me dirent tout. Elle avait gagné. La guerre qu'elle menait contre moi depuis mes 8 ans était enfin terminée. L'usurpateur était exilé. Papa, tentez-je une dernière fois. Ma voix se brisa. Je jure sur la tombe de maman. Je ne l'ai pas pris. Tu fais une erreur. Tu le laisses te manipuler. N'amène pas ta mère là-dedans, rugit-il soudain, claquant son poing sur le comptoir si fort que les tasses de café s'entrechoquèrent. Elle aurait honte de ce que tu es devenu. Petit voleur, menteur, accusant ton propre frère pour sauver ta peau. Ce fut le point de rupture. L'entendre utiliser ma mère décédée pour défendre le fils qui le volait à l'insu de tout fut le coup de poignard final. Quelque chose dans ma poitrine, un nœud serré et anxieux qui était là depuis 2 décennies, se desserra soudainement. Le désespoir s'évapora. Le besoin frénétique d'être cru disparut. Il fut remplacé par une clarté glaciale et absolue. Je ne cria pas en retour. Je ne levai pas les mains. Je regardais simplement l'homme qui partageait mon ADN et réalisais que je ne le connaissais pas du tout. Il n'était pas un père protégeant sa famille.
C'était un lâche protégeant ses illusions. Il avait besoin qu'Elia soit parfait pour que son second mariage puisse être parfait. J'étais l'agneau sacrificiel nécessaire pour maintenir leur faux bonheur domestique. D'accord, dis-je un seul mot, plat, vide. Mon père cligna des yeux, semblant pris au dépourvu par mon manque de résistance. Il s'attendait à ce que je pleure, que je supplie son pardon, que je tombe à genoux. Quand je ne le fis pas, un éclair d'incertitude traversa son visage, mais il le masqua rapidement d'un froncement de sourcils sévère. Je lui tournai le dos. Je sortis de la cuisine, sentant le lourd silence de la maison peser sur moi. Je ne courus pas dans les escaliers. Je les descendis un par un, mesurant délibérément mes pas. J'entrai dans ma chambre, la pièce où j'avais dormi depuis mon enfance. Les murs étaient toujours peints du bleu clair que ma mère avait choisi. Le vieux bureau en chêne où j'avais passé des milliers d'heures à étudier pour les examens universitaires était dans le coin. Je sortis mon sac à dos en toile du placard et commençai à y jeter des choses. Je ne me préparais pas pour un long voyage. Je me préparais pour un départ permanent. Je laissai derrière moi la montre coûteuse que mon père m'avait donnée pour ma remise de diplôme. Je laissai derrière moi les albums photos. Je ne pris rien qui me liait à son argent ou à son nom. Quand je fermai le sac, je jetai un dernier coup d'œil à la pièce. C'était comme regarder une exposition muséale d'une vie qui ne m'appartenait plus. Je jetai le sac sur mon épaule, son poids me ramenant à la réalité, et je sortis par la porte sans regarder en arrière. Cela nous ramène au porche. Aelia appuyait contre l'encadrement de la porte, délivrant sa dernière réplique suffisante. Bonne chance, perdant. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai descendu l'allée, le gravier crissant sous mes bottes, et je suis monté sur le trottoir. La marche loin de la maison était surréaliste. J'avais l'impression de me déplacer sous l'eau. Le quartier était si agressivement normal. Un adolescent faisait du vélo dans la rue. Un golden retriever aboyait derrière une clôture en bois. Le soleil commençait sa lente descente, projetant de longues ombres dorées sur les pelouses parfaitement entretenues. Tout était exactement pareil, pourtant mon univers entier avait basculé sur son axe. J'ai marché pendant plus d'une heure sans destination en tête. Mon téléphone vibrait constamment dans ma poche. Julien exigeant de savoir ce qui s'était passé. Quelques autres amis qui avaient probablement entendu la version immédiate d'Elia sur l'histoire. Je les ai tous ignorés. Je n'avais pas besoin de lire leurs messages pour savoir que le récit avait déjà été écrit. Le fils prodigue avait enfin montré ses vraies couleurs. Alors que le ciel prenait un violet profond et violacé, mes pieds me portèrent inconsciemment vers le côté le plus ancien de la ville. Les maisons y étaient plus petites, les arbres plus épais, les allées fissurées. Je me retrouvai devant une petite maison jaune pâle avec un porche enveloppant couvert de lierre grimpant. C'était la maison de tante Clara. Elle était la sœur aînée de ma mère. Après les funérailles de ma mère, mon père et Clara eurent une grosse dispute. Clara avait toujours vu clair dans l'arrogance de mon père, et elle détestait absolument Sarah. À cause de cela, mon père lui avait interdit l'accès à notre maison et m'avait interdit de la contacter. Je ne l'avais vue qu'une poignée de fois en secret au cours des 10 dernières années, principalement de rapides cafés près de mon campus universitaire. Je montais les marches en bois, les planches grinçant sous mon poids, et appuyais sur la sonnette, qui résonna profondément dans la maison. Une minute plus tard, la lumière du porche s'alluma, projetant un halo jaune sur moi. La lourde porte en bois s'ouvrit, et tante Clara se tenait là. Elle portait un pull en tricot surdimensionné, ses cheveux gris tirés en un chignon lâche. Elle me regarda, puis baissa les yeux vers le sac à dos en toile jeté sur mon épaule. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle ne demanda pas pourquoi j'étais sur son porche à 8 heures un mardi soir. Elle se contenta de s'écarter et de pousser la porte moustiquaire. « Tu ressembles exactement à ta mère quand tu serres la mâchoire comme ça », dit doucement Clara. « Entre. » La bouilloire bout déjà. Je franchis le seuil et l'odeur du thé Earl Grey et des vieux livres me frappa. C'était une odeur dont je n'avais pas réalisé que j'avais désespérément le mal du pays. La tension dans mon cou céda enfin. Je laissai tomber mon sac à dos sur le parquet, le bruit sourd résonnant dans le couloir silencieux. Clara me conduisit à la cuisine et versa 2 tasses de thé fumant. Nous nous sommes assis à sa petite table en bois abîmée en silence total pendant 20 minutes. J'ai enveloppé mes mains froides autour de la tasse en céramique chaude, laissant la chaleur s'infiltrer dans ma peau.
Je n'ai pas eu à expliquer l'injustice. Je n'ai pas eu à défendre mon caractère dans sa maison. Je n'étais pas le problème à résoudre ou le voleur à punir. J'étais juste maçonne. Tu peux rester dans la chambre d'amis à l'étage, dit finalement Clara, prenant une lente gorgée de son thé. Reste aussi longtemps que tu en auras besoin. Nous nous occuperons du reste demain. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un lit qui n'était pas le mien, sous un toit qui n'était pas celui de mon père. Et pour la première fois en 20 ans, je me suis senti entièrement en sécurité. Le lendemain matin, la réalité de mon exil a commencé à s'installer. Je me suis réveillé à l'odeur du bacon et du café noir. Quand je suis descendu, Clara lisait le journal à la table de la cuisine, et son fils, mon cousin Dylan, était appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone. « Bonjour, fugitif », dit Dylan sèchement sans lever les yeux de son écran. Je me suis assis à table, me versant une tasse de café. La nouvelle voyage vite. Dylan renifla. Tu n'as aucune idée. Elia fait une tournée de presse complète. Il a appelé ma mère hier soir, probablement pour voir si tu étais ici. Ensuite, il a posté un statut cryptique sur Facebook à propos de la trahison de ceux qui te sont les plus proches. Les commentaires sont une mine d'or de fausses sympathies. Clara plia brusquement son journal. Dylan, ça suffit. Je ne fais que le tenir informé, se défendit Dylan, levant finalement les yeux. Oh, au fait, l'histoire a évolué. Non seulement tu as volé le bracelet, mais apparemment en sortant, tu as brisé le cadre photo ancien dans le couloir dans un accès de rage. Celui avec les grands-parents de Sarah. Je m'arrêtais au milieu de ma gorgée. Je n'ai rien cassé. Je suis sorti par la porte d'entrée. Je sais, dit Dylan, sa voix perdant son ton sarcastique. Il met en scène les accusations, s'assurant que tu aies l'air dérangé pour que personne ne remette en question le mensonge principal. Il est négligent, maçonne. Il a toujours été négligent. Je fixais mon café noir. L'audace pure de la chose était à couper le souffle. Elia ne se contentait pas de me faire chasser. Il voulait détruire ma réputation de manière permanente. Il salait la terre pour que rien ne puisse jamais repousser. Laisse-le parler, dit calmement Clara, me glissant une assiette d'œufs et de bacon. Les mensonges demandent de l'entretien. La vérité se contente d'attendre. Mange ton petit déjeuner. Tu as du travail aujourd'hui, n'est-ce pas? Je la regardais, surpris. Tu penses que je devrais aller travailler? Je pense que tu ne devrais pas laisser ce cirque dicter ta routine, répondit-elle fermement. Tu as un travail. Tu as des responsabilités. Ne leur donne pas la satisfaction de faire dérailler ta vie. Elle avait raison. J'ai terminé mon petit déjeuner, enfilé une chemise propre de mon sac à dos et suis allé à mon bureau. Entrer dans le bâtiment de la logistique, c'était comme entrer dans un univers parallèle où les lois de la physique s'appliquaient encore. Mon patron, Gabriel, m'a appelé dans son bureau vers midi. C'était un homme dur, sans chichi, d'une cinquantaine d'années qui m'avait encadré ces 3 dernières années. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a fermé les stores de son bureau. Tu as l'air d'avoir été frappé par un camion. Qu'est-ce qui se passe? Je ne lui ai pas tout raconté, juste les grandes lignes. Une dispute familiale, une fausse accusation. Être viré. Gabriel s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, tapotant son stylo sur son bureau. Écoute-moi, maçonne, dit Gabriel, sa voix basse et sérieuse. Je t'ai vu gérer des millions de dollars d'inventaire. Je te fais confiance avec les clés de cet entrepôt. Si ta famille ne voit pas ton intégrité, c'est leur échec, pas le tien. Reste discret. Fais ton travail. Si tu as besoin d'une avance sur ton salaire pour prendre un appartement, dis à la paix que je l'ai autorisé. La validation m'a frappé plus fort que l'accusation. Des étrangers me faisaient plus confiance que ma propre chair et mon propre sang. Quand j'ai quitté le travail ce soir-là, j'ai sorti mon téléphone. J'avais 14 appels manqués de mon père et une douzaine de SMS d'Elia jouant la victime. Je ne les ai pas lus. Je suis allé dans mes paramètres, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai complètement éteint le téléphone. J'en avais fini de jouer à leur jeu. Le 2e jour chez tante Clara fut un cours magistral de torture psychologique, entièrement auto-infligé. Même si mon téléphone était éteint, mon cerveau ne cessait de tourner.
Je me suis assis sur le porche arrière de Clara, regardant le chat du voisin traquer un écureuil le long de la clôture, repassant les événements encore et encore dans ma tête. Je continuais à essayer de trouver la pièce manquante du puzzle. Pourquoi mon père aurait-il cru Elia si facilement? Et puis, avec une clarté écœurante, ça m'a frappé. Mon père n'a pas cru Elia. Il ne pouvait pas. Il savait que le bracelet de ma mère était dans un tiroir avec une lourde serrure industrielle. Il savait qu'Elia était le seul de la maison avec des antécédents de crochetage de serrure et d'indiscrétion. Il savait que je n'avais jamais demandé d'argent. Alors qu'Elia mendiait constamment de l'argent pour couvrir ses traces, mon père n'était pas stupide. C'était un homme d'affaires prospère qui pouvait repérer un menteur à des kilomètres. Il savait qu'Elia l'avait pris. La réalisation me frappa comme un coup physique à la poitrine. Mon père savait que son enfant prodige était un voleur. Mais l'admettre à voix haute signifierait reconnaître que son rôle de parent était un échec. Cela signifierait faire face à la colère de Sarah. Cela signifierait briser l'illusion de sa deuxième famille parfaite. Alors, quand Elia lui a tendu un bouc émissaire sur un plateau d'argent, mon père l'a pris. Il a choisi de me sacrifier pour s'épargner l'embarras de faire face à la vérité. Il a échangé ma dignité contre sa tranquillité d'esprit. J'ai ressenti une vague de nausée soudaine et violente. La trahison était si profonde, si absolue qu'elle a fondamentalement modifié ma façon de voir le monde. Je n'étais pas seulement une victime d'un mensonge. J'étais une victime d'une dissimulation. Ce soir-là, j'étais assis dans le salon pendant que Clara tricotait dans son fauteuil. La télévision était allumée à faible volume, diffusant une rediffusion d'une vieille série policière. « Tu as compris, n'est-ce pas » demanda Clara doucement, sans lever les yeux de ses aiguilles. Je la regardai. Il sait. Papa sait qu'Elia l'a fait. Clara interrompit son tricot. Elle laissa échapper un long soupir. Robert a toujours été un lâche, Mason. Il était un lâche pendant le divorce. Il a utilisé les menaces de garde pour punir ta mère, non pas parce qu'il voulait t'élever, mais parce qu'il voulait gagner, et il est un lâche maintenant. Il préfère vivre un mensonge confortable qu'une vérité inconfortable. Comment peux-tu vivre avec quelqu'un comme ça, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Tu ne le fais pas, dit Clara fermement. Elle posa son tricot et me regarda droit dans les yeux. Son regard était vif, calculateur. Tu les laisses construire leur château de cartes, puis tu introduis une forte brise. Elle se leva, se dirigea vers le téléphone ancien dans le couloir et décrocha le combiné. Elle composa un numéro de mémoire. David, dit-elle au téléphone. Sa voix avait changé. La tante chaleureuse et réconfortante avait disparu, remplacée par une femme d'une grande perspicacité commerciale. C'est Clara. Nous devons exécuter le plan de contingence. Oui, demain matin. Les actifs sont en péril. Envoyez Carter et l'équipe. Elle raccrocha le téléphone et retourna dans le salon. Elle me regarda, un feu protecteur intense brûlant dans ses yeux. Ton père pense qu'il a un pouvoir absolu dans cette maison, dit Clara. Un léger sourire dangereux aux lèvres. Il a oublié que certaines choses ne lui appartiennent pas. Dors bien cette nuit, Mason. Demain, nous reprendrons le pouvoir. Le troisième jour commença avec un calme inquiétant. Je n'allais pas travailler. Clara m'avait dit de rester à la maison, de m'habiller proprement et d'attendre. La tension dans sa maison crépitait comme de l'électricité statique avant un orage. Vers 10 heures du matin, Dylan arriva habillé de façon inhabituellement élégante dans une chemise boutonnée au lieu de ses t-shirts graphiques habituels. Il s'assit à l'îlot de la cuisine, tapotant rythmiquement ses doigts sur le marbre, ses yeux rivés sur son téléphone. « Il bouge », annonça Dylan doucement. La cible est sécurisée. À exactement 11 heures, la tempête arriva dans la rue tranquille de banlieue de mon père. Nous n'étions pas là pour en être témoins directs, mais Dylan avait une amie qui vivait à 3 maisons de mon père. Liv nous envoyait le déroulement de l'action par SMS. L'amie avait immédiatement remarqué la perturbation car dans ce quartier, tout ce qui sortait de l'ordinaire était un sujet de potin de premier ordre. Une élégante Porsche Panamera noire de jet glissa dans la rue, son moteur ronronnant d'une menace silencieuse et coûteuse. Elle ne se gara pas dans la rue. Elle se gara agressivement directement dans l'allée de mon père, bloquant le SUV de Sarah. Les portes s'ouvrirent et 2 hommes en sortirent. Le premier était David. C'était un avocat financier très influent,
un requin dans un costume italien sur mesure, portant une élégante mallette en cuir. David était le plus vieil ami de Clara et le directeur d'une fiducie que mon père avait désespérément essayé d'ignorer pendant 2 décennies. Le deuxième homme était Carter. Il ne portait pas de costume. Il portait un polo tactique, un pantalon cargo et une expression sévère. Carter était un détective privé spécialisé dans la comptabilité judiciaire et le recouvrement d'actifs. Et juste pour que le point soit absolument clair, une voiture de police banalisée s'arrêta le long du trottoir. 1 minute plus tard, un officier en uniforme sortit pour se tenir près du trottoir, les bras croisés. Selon l'ami de Dylan, les rideaux des maisons voisines tressautaient violemment. Les gens faisaient une pause dans leur tonte de pelouse. Un raid à l'allure gouvernementale sur la pelouse immaculée de Robert était l'événement du quartier de la décennie. Il sonna la porte, lut Dylan sur son téléphone. Un immense sourire se répandit sur son visage. Je ne pouvais qu'imaginer la scène à l'intérieur. Mon père était probablement dans son bureau, faisant semblant de travailler, tandis que Sarah regardait probablement la télévision de jour, sûre d'avoir réussi à purger la maison de son problème. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir enterré le problème avec moi. David ne sonna pas à la porte. Il frappa. C'était un coup lourd et autoritaire qui exigeait une attention immédiate. Quand mon père ouvrit la porte, son visage dut se décomposer. Il connaissait David. Il savait exactement ce que David représentait. « Robert », dit David calmement, sa voix portant suffisamment clairement pour que les voisins l'entendent. « Nous devons entrer maintenant. » Mon père, pris complètement au dépourvu, recula. « David, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il un policier sur mon trottoir? » Nous exécutons un audit immédiat et un protocole de recouvrement d'actifs, annonça David, entrant dans le foyer sans attendre d'invitation. Carter le suivit, ses yeux balayant l'intérieur de la maison comme un faucon à la recherche de proie. Nous avons des raisons de croire qu'un bien de grande valeur appartenant à la succession d'Eleanor a été compromis. Eleanor, le nom de ma mère. L'entendre invoquer comme une arme légale me fit frissonner, même à des kilomètres de distance. Le piège que mon père et Elia pensaient m'avoir tendu était en fait une cage qu'ils avaient construite pour eux-mêmes. Et David venait d'arriver pour fermer la porte. L'intérieur de la maison sombra instantanément dans le chaos. L'ami de Dylan ne pouvait pas voir au-delà du foyer, mais il pouvait entendre les cris à travers la porte d'entrée ouverte. Sarah arriva en courant du salon, le visage pâle. « Robert, qui sont ces gens? Vous ne pouvez pas simplement vous introduire chez nous. »« Madame Sarah, » dit David, son ton glacial et poli. « Je vous assure que j'ai tous les droits légaux d'être ici. Je représente la fiducie de la succession d'Eleanor. Le bracelet de saphir qui a disparu de cette propriété il y a 2 jours n'appartient pas à votre mari. C'est un actif de la fiducie légalement détenu par Clara et destiné à Mason pour son 30e anniversaire. Sa disparition constitue un vol qualifié. » Le visage de mon père se vida de toutes couleurs. « Clara? De quoi parlez-vous? C'était le bijou de ma femme. Votre défunte épouse a transféré la propriété à sa sœur avant la finalisation du divorce, spécifiquement pour le protéger de vos biens, le corrigea David sèchement, ouvrant sa mallette et en sortant une épaisse pile de documents juridiques. Il vous a été prêté pour être gardé en lieu sûr, une condition que vous avez clairement violée. Maintenant, où est Elia? En entendant son nom, Elia descendit lentement les escaliers. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares d'un semi-remorque. Le sourire narquois qu'il affichait quand il m'avait chassé avait complètement disparu. Il vit l'officier de police debout devant la fenêtre et commença à trembler. Je ne sais pas ce qui se passe, bégaya Elia, agrippant la rampe. Mason l'a pris. Nous l'avons chassé. Il l'a volé. Carter, le détective privé, s'avança. Il ne regarda pas mon père. Il fixa directement Elia. Nous savons que Mason ne l'a pas pris, gamin, parce que nous avons mené un audit médico-légal sur les finances de cette famille au cours des dernières 48 heures à la demande de Clara. Et ce que nous avons trouvé était très intéressant. Carter sortit une tablette de son sac. Nous avons trouvé d'énormes irrégularités dans les comptes joints de votre père. Quelqu'un a siphonné des milliers de dollars au cours des 6 derniers mois. Des retraits d'argent liquide, des transferts de crypto, des paiements de dettes, tous remontant à des appareils enregistrés à votre nom, Elia. Sarah halta, se serrant la poitrine.
C'est impossible. Elia lance une entreprise. Les investisseurs, il n'y a pas d'investisseurs, madame, interrompit Carter sans détour. Votre fils est fauché, croulant sous les dettes, et il a volé son propre père à l'insu de tous. Et quand il a été désespéré, il a forcé la serrure du bureau pour voler un bijou d'une valeur de 20 000 $ afin de le mettre en gage. Vous mentez, hurla Elia, sa voix se brisant hystériquement. Vous n'avez aucune preuve. Vous ne pouvez pas simplement venir ici et m'accuser. Preuve. Carter haussa un sourcil, un sourire prédateur aux lèvres. Il se tourna vers David. Il veut des preuves. Nous avons l'autorisation de fouiller les lieux pour récupérer des biens volés à la fiducie, déclara David calmement. Il désigna directement l'escalier. Carter, commence par sa chambre. Vérifie le placard. Vérifie derrière les boîtes à chaussures. Vérifie partout. Elia s'élança pour bloquer les escaliers, la panique s'emparant complètement de son corps. Non, vous ne pouvez pas monter là-haut. Papa. Fais quelque chose. Arrête-les. Mais mon père ne pouvait pas bouger. Il se tenait figé dans le couloir, regardant des documents légaux dans les mains de David au visage terrifié et coupable de son enfant prodige. L'illusion se brisait juste devant ses yeux. Le mensonge auquel il avait choisi de croire pour protéger son orgueil déchirait maintenant toute sa vie en plein jour. De retour chez Clara, j'écoutais Dylan raconter les événements, sentant mon cœur battre la chamade contre mes côtes. L'œil du cyclone m'avait épargné, et maintenant il arrachait le toit de leur vie parfaitement ordonnée. L'ami de Dylan tapait si vite que les bulles de texte sur mon téléphone apparaissaient en succession rapide et frénétique. D'après ce qu'il pouvait voir à travers la porte d'entrée ouverte et les grandes baies vitrées, le salon était devenu une zone de guerre. Carter n'attendit pas que mon père lui donne la permission. Il passa simplement devant Elia, ses lourdes bottes cognant le parquet, et se dirigea droit vers l'escalier. « Eh, tu ne peux pas monter là-haut » hurla Elia, retrouvant enfin sa voix. Il monta en catastrophe les escaliers, essayant d'attraper l'arrière du polo tactique de Carter. Mais l'officier de police entra dans l'embrasure de la porte et se racla simplement la gorge. C'était un son d'avertissement grave qui figea Elia sur place. Carter atteignit le palier et ouvrit la porte de la chambre d'Elia. C'était exactement aussi désordonné que d'habitude. Des vêtements empilés sur le sol. Des canettes de boissons énergisantes à moitié vides éparpillées sur le bureau de l'ordinateur. Mon père et Sarah les avaient suivis dans les escaliers, planant dans le couloir. Mon père hyperventilait, son visage d'une teinte terrifiante de gris pâle. Il n'arrêtait pas de regarder David, exigeant une explication. Mais David se tenait simplement dans l'embrasure de la porte, vérifiant sa montre en or avec une expression d'ennui complet. « C'est une fouille illégale », cria Sarah, serrant son collier de perles. « Robert, appelle notre avocat tout de suite. Il viole nos droits. »« Allez-y, appelez-le, Sarah, » dit David calmement. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous facturer 300 $ de l'heure pour vous expliquer le concept de recouvrement d'actifs concernant une fiducie légalement exécutée. À l'intérieur de la pièce, Carter ne déchira pas tout. C'était un professionnel. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Il se dirigea droit vers le dressing. Il écarta les rangées de baskets coûteuses que mon père avait achetées pour Elia. Tout au fond, caché sous une pile de sacs de sport usagés, se trouvait une pile de vieilles boîtes à chaussures. Carter sortit celle du bas. Il l'ouvrit, fouilla parmi de vieux reçus et en sortit la petite boîte en velours bleu foncé. Il se retourna et l'attendit. Le fermoir en argent capta la lumière du couloir. Elia recula contre le mur, sa respiration superficielle et rapide. « Je n'ai pas mis ça là », bégaya-t-il, ses yeux se baladant follement dans la pièce. Mason a dû le planter. Il s'est faufilé et l'a planté pour me piéger. Il savait que vous veniez. Mason n'a pas été à moins de 8 kilomètres de cette maison depuis 3 jours, dit Carter, sa voix dégoulinant d'un dégoût absolu. Il ouvrit la boîte pour confirmer que le bracelet de saphir était à l'intérieur, puis le plaça en toute sécurité dans un sac de preuves. Avant qu'Elia ne puisse inventer un autre mensonge désespéré, la porte d'entrée en bas s'ouvrit à nouveau. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Wyatt, un autre policier, monta sur le palier et juste derrière lui, tremblante comme une feuille mais la tête haute, se tenait Chloé, la petite amie d'Elia. La mâchoire d'Elia tomba. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici »
Dis-leur. Dis-leur que Mason l'a pris. Chloé ne le regarda pas. Elle regarda mon père. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit son smartphone. Ses mains tremblaient violemment, mais elle tapota l'écran plusieurs fois et le tendit. Je n'en pouvais plus, monsieur Robert, dit Chloé, sa voix brisée, des larmes coulant sur son visage. Je ne pouvais pas regarder ce qu'il faisait à Mason. J'étais là dimanche soir. Je l'ai vu entrer dans votre bureau. Elle appuya sur lecture de la vidéo. Le volume était monté à fond sur le haut-parleur du téléphone. Tout le monde dans le couloir entendit le son inconfondible du métal raclant le bois lorsque la serrure fut forcée. La vidéo montrait Elia debout derrière le bureau de mon père, arrachant le tiroir, saisissant la boîte en velours et la fourrant dans sa poche. Et puis l'audio capta sa voix, chuchotant à lui-même, voyons le fils prodige s'en sortir cette fois-ci. Le silence dans le couloir était assourdissant. L'enregistrement numérique tournait en boucle, le son de la serrure brisée résonnant contre les murs encore et encore. Elia s'effondra sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains. Le mensonge était mort, et le bourreau était la seule personne qu'il pensait avoir complètement contrôlée. Mon père resta complètement paralysé. L'écran du smartphone dans la main de Chloé était la preuve indéniable que toute sa vision du monde était une fraude méticuleusement construite. Il regarda Elia, qui était maintenant recroquevillé en boule pathétique sur le tapis, sanglotant bruyamment et agressivement, espérant susciter une dernière once de sympathie. Mais mon père ne se pencha pas pour le réconforter. Il fit en fait un pas en arrière comme si son plus jeune fils avait soudainement attrapé une maladie contagieuse. « Pourquoi » murmura mon père, sa voix complètement creuse. « Pourquoi ferais-tu ça ? Je te donne tout. Je paie ta voiture. Je paie ta vie. » David s'avança, enjambant les jambes d'Elia. Il ajusta sa veste de costume et regarda mon père droit dans les yeux. « Il a fait ça parce qu'il est entièrement à court d'argent, Robert, et il vous a volé à l'insu de tous pendant 6 mois, déclara David, sa voix coupant la tension comme un scalpel. Lorsque Clara a demandé un audit médico-légal pour localiser le bracelet, l'équipe de Carter a examiné vos relevés financiers joints. Elia a siphonné vos fonds de retraite. Il a utilisé vos lignes de crédit pour payer ses propres dettes de jeux privés. Il a forgé votre signature sur une deuxième demande d'hypothèque pour cette même maison. L'argent pour ses soi-disant investisseurs il est allé directement à un syndicat de paris sportifs. Sarah laissa échapper un cri perçant. Elle dépassa David et saisit mon père par les épaules. « Dis-leur qu'ils mentent, Robert. Notre argent va bien. Tu as vérifié les comptes la semaine dernière. » Il a vérifié les faux relevés qu'Elia lui a transférés par email, intervint Carter, faisant glisser sa tablette vers mon père. « Regardez le vrai grand livre. Vos économies ont disparu, monsieur. Vous avez effectivement 50 000 $ de dettes. Et votre fils volait un héritage familial pour le mettre en gage juste pour empêcher ses bookmakers de lui briser les rotules. » Mon père regarda la tablette. L'écran lumineux illumina les rides profondes de son visage. Il sembla vieillir de 20 ans en quelques secondes. La ruine financière était grave. Mais la source de la ruine fut ce qui le brisa vraiment. Le fils qu'il avait choisi, le fils qu'il avait sacrifié ma santé mentale pour protéger, était l'architecte de sa destruction. Et concernant le bracelet, continua David, son ton passant à une pure autorité légale. Vous sembliez sous l'impression qu'il vous appartenait de le garder. Ce n'était pas le cas. L'héritage d'Eleanor a été structuré très spécifiquement pendant votre divorce. Elle savait exactement quel genre d'homme vous étiez. Le bracelet, ainsi qu'un fonds universitaire conséquent, ont été placés dans une fiducie gérée par Clara. Vous avez été autorisé à garder le bijou jusqu'au 30e anniversaire de Mason sous la stricte condition qu'il reste en sécurité. Vous avez échoué. Vous avez permis à un voleur de forcer une serrure sous votre propre toit. Ce n'est qu'un bracelet, cracha Sarah, son visage déformé par une fureur laide et désespérée. Prenez-le et sortez de ma maison. C'est un vol qualifié, l'officier de police, Wyatt, parla enfin, s'avançant avec une paire de menottes en acier. Il regarda Elia. Elia Robert, levez-vous. Vous êtes en état d'arrestation pour vol de biens d'une valeur supérieure à 10 000 $ et pour enquête complémentaire sur la fraude électronique et l'usurpation d'identité. Papa. Papa, s'il te plaît, ne les laisse pas me prendre, hurla Elia, se débattant sauvagement sur le sol. Il attrapa l'ourlet du pantalon de mon père, suppliant comme un enfant.
Je rembourserai. Je réparerai l'application. Dites-leur juste d'arrêter. Mon père regarda les mains qui agrippaient son pantalon. Pendant une brève seconde, je me demandais si l'ami de Dylan pensait que mon père allait essayer de combattre la police. Au lieu de cela, mon père se pencha lentement, détacha les doigts d'Elia de sa jambe et fit un autre pas en arrière. « Prenez-le » murmura mon père à l'officier. Sarah s'effondra sur le sol, gémissant tandis que Wyatt tirait Elia sur ses pieds, lui tordait les bras derrière le dos et claquait les menottes. Le bruit du métal qui se verrouillait résonna dans la maison. Une finalité permanente et terrifiante au règne de l'enfant prodige. Ils le firent descendre les escaliers, sortir par la porte d'entrée et le poussèrent à l'arrière du véhicule de police devant tout le quartier. Les rideaux de chaque fenêtre de la rue étaient grands ouverts. L'humiliation était absolue et publique. De retour chez tante Clara, Dylan posa son téléphone face contre l'îlot de la cuisine. Les mises à jour textuelles avaient cessé. La voiture de police était partie. La Porsche noire était sortie en douceur de l'allée et avait disparu dans la rue, laissant mon père et Sarah debout dans les ruines de leur réalité brisée. Je me suis assis sur le canapé du salon, fixant l'écran de télévision éteint. Le silence dans la maison de Clara était lourd, épais du poids de ce qui venait de se passer. J'avais passé toute ma vie à imaginer ce que ça ferait d'être enfin justifié. Je pensais que ce serait comme un défilé. Je pensais que je ressentirais un sentiment écrasant de triomphe, une poussée d'adrénaline et une colère justifiée. Mais je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais incroyablement, profondément fatigué. C'était un épuisement profond qui s'infiltrait dans mes muscles. La guerre était finie, mais en regardant le champ de bataille, il n'y avait pas de vainqueur, juste une famille brisée et une montagne de mensonges qui s'étaient finalement effondrés sous leur propre poids. Soudain, le calme absolu de la pièce fut brisé par un bourdonnement aigu. Mon téléphone, qui était posé sur la table basse, s'illumina. L'écran affichait un nom de contact que je n'avais pas vu sonner depuis des années. Je l'avais bloqué, mais il avait dû appeler depuis le téléphone de Sarah ou peut-être la ligne fixe. Je fixais le rectangle lumineux alors qu'il vibrait furieusement contre le bois. Je ne le pris pas. Je me contentais de le regarder sonner. Clara entra dans le salon, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle regarda le téléphone, puis me regarda. Elle ne dit pas un mot. Elle se dirigea simplement vers le fauteuil et s'assit, me laissant l'espace de faire mon propre choix. La sonnerie s'arrêta. 10 secondes plus tard, l'écran s'alluma de nouveau. Message vocal. Mon doigt survola l'écran. Une curiosité morbide me força à appuyer sur le bouton de lecture. Je mis le téléphone sur haut-parleur, le posant sur la table. La voix de mon père remplit la pièce. Elle ne ressemblait pas à la voix autoritaire et retentissante qui m'avait ordonné de sortir de sa cuisine il y a à peine 3 jours. Elle semblait petite. Elle semblait brisée, rauque et désespérée. Mason. La voix se brisa immédiatement. Mason, s'il te plaît, réponds. Je sais que tu es chez Clara. Je ne sais même pas quoi dire. La police a emmené Elia. Il a pris l'argent. Il a pris le bracelet de ta mère. Mon Dieu, Mason, je suis tellement désolé. Je suis tellement incroyablement désolé. J'étais aveugle. J'ai laissé Sarah m'influencer. Je voulais tellement croire que j'avais construit une bonne famille et j'ai détruit la seule bonne chose que j'avais réellement. S'il te plaît, rentre à la maison. Laisse-moi réparer ça. Laisse-moi arranger les choses. S'il te plaît, rappelle-moi. Le message se termina par un clic. La pièce replongea dans le silence. Je regardais le téléphone. Pendant 20 ans, j'aurais échangé mon âme pour entendre mon père prononcer ces mots. J'aurais rampé sur du verre brisé pour des excuses comme celle-là. J'avais passé d'innombrables nuits à fixer le plafond de ma chambre, me demandant ce que je devais faire pour qu'il réalise que j'étais digne de son amour. Et maintenant, le voilà, l'ultime excuse, la capitulation complète. Et je ne ressentais absolument rien. La réalisation me frappa avec la force d'un train de marchandises. Je n'avais plus besoin de lui. L'enfant désespéré et solitaire en moi qui voulait que son père soit son héros était finalement mort, mort de faim dans cette maison froide. J'avais fait le deuil de mon père il y a des années. Je ne l'avais juste pas réalisé avant ce moment précis. Une seule larme coula sur ma joue, chaude et rapide, puis une autre. Je ne pleurais pas parce qu'il me manquait.
Je pleurais à cause de l'immense, écrasant soulagement. La lourde chaîne suffocante qui m'avait lié à son approbation se cassa et se dissout en poussière. Clara se leva, s'approcha et s'assit à côté de moi sur le canapé. Elle enroula son bras autour de mes épaules et me serra contre elle. Elle sentait la lavande et le thé chaud. Je me penchai contre elle, laissant les larmes couler en silence, lavant 2 décennies de poison. J'étais enfin libre. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages. Je me suis réveillé en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le nœud d'anxiété qui se situait habituellement juste derrière mes côtes avait complètement disparu. Je suis sorti du lit, j'ai enfilé un costume impeccable que j'avais rangé dans mon sac en toile et je suis descendu faire du café. Aujourd'hui, je retournais au bureau. J'avais une vie à construire, et pour la première fois, personne n'essayait activement de la détruire. Je suis sorti par la porte d'entrée de Clara à exactement 7h30 pour prendre le bus de banlieue. L'air frais du matin a frappé mon visage, propre et rafraîchissant. J'ai descendu les marches en bois du Porsche, ajustant la sangle de ma mallette. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Garée directement de l'autre côté de la rue, tournant au ralenti tranquillement près du trottoir, se trouvait la berline de mon père. Il devait être assis là depuis des heures. Au moment où il m'a vu sortir de la maison, le moteur s'est coupé. La portière côté conducteur s'est ouverte lentement, lourdement. Mon père est sorti sur l'asphalte. Je ne l'ai presque pas reconnu. Il portait les mêmes vêtements que la veille. Sa cravate était desserrée, sa chemise froissée. Il ne s'était pas rasé, et de profondes, sombres cernes pendaient sous ses yeux injectés de sang. Il semblait complètement vaincu. Un roi dont le château avait brûlé jusqu'au sol pendant la nuit. Il n'a pas traversé la rue. Il est resté près de la portière ouverte, agrippant le haut de celle-ci comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Je n'ai pas ralenti ma démarche. J'ai continué à marcher sur le trottoir, gardant un rythme régulier et égal. Je n'ai pas détourné le regard, mais je ne l'ai pas fusillé du regard non plus. Je l'ai simplement regardé comme on regarde un étranger que l'on croise dans la rue. Alors que j'approchais de la section du trottoir directement en face de sa voiture, il a finalement parlé. Sa voix était rauque, portant à travers la rue tranquille du matin. « Mason » a-t-il appelé, faisant un demi-pas en avant. « S'il te plaît, nous avons besoin de parler. Je peux engager un avocat pour réparer la fiducie. Je peux te donner le fonds universitaire plus tôt. Donne-moi juste 5 minutes. » Il essayait toujours de s'en sortir en achetant son pardon. Il pensait que les dégâts étaient transactionnels. Il pensait qu'un chèque et une conversation pouvaient annuler 20 ans de négligence émotionnelle et la trahison ultime de me jeter comme une ordure. Je me suis arrêté. J'ai tourné la tête et les regardé droit dans les yeux. « Il n'y a plus rien à dire » dis-je. Ma voix n'était pas en colère. Elle était calme, ferme et incroyablement définitive. Tu as fait ton choix mardi. Je l'ai accepté. Maintenant, tu dois l'accepter aussi. Tu es mon fils, a-t-il plaidé, sa voix se brisant, les larmes lui montant aux yeux. Non, ai-je répondu doucement. J'étais ton bouc émissaire. Tu as perdu ton fils il y a longtemps. Ne reviens plus jamais ici. J'ai tourné la tête et j'ai continué à marcher vers l'arrêt de bus au bout du pâté de maison. J'ai écouté attentivement en m'éloignant. J'ai attendu d'entendre le bruit de ses pas se précipitant derrière moi. J'ai attendu de l'entendre crier, de se battre pour moi, de montrer enfin du courage. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est le claquement lourd d'une portière de voiture et le bruit d'un moteur qui démarre. Je n'ai pas regardé en arrière. J'avais établi ma limite, un mur de béton massif qu'il ne serait plus jamais autorisé à franchir. La dynamique du pouvoir avait complètement changé. Il n'était plus le juge et le jury de ma valeur. Il n'était qu'un vieil homme assis seul dans une voiture, s'étouffant avec ses propres regrets. Je me suis assis dans le bus, près de la fenêtre à l'arrière. Le cuir usé était frais contre mon dos tandis que le véhicule cahotait dans les rues de la ville. J'ai regardé les quartiers passer des banlieues tranquilles aux quartiers commerciaux animés. Les gens se précipitaient au travail, tenant des tasses de café, parlant au téléphone, complètement inconscients du changement massif qui venait de se produire dans mon univers. J'ai appuyé ma tête contre la vitre vibrante et je me suis laissé véritablement assimiler le concept de karma. Les gens pensent souvent au karma comme à une force magique qui fait tomber un piano sur la tête d'une mauvaise personne.
Mais la réalité est bien plus terrifiante et précise. Le karma n'est pas de la magie. C'est juste la conséquence inévitable du caractère d'une personne. Mon père et Elia n'ont pas été détruits par la malchance ou un complot malveillant. Ils ont été détruits par leurs propres actions. La cupidité d'Elia l'a poussé à voler, et son arrogance l'a poussé à penser qu'il pouvait me piéger pour cela. La lâcheté de mon père l'a poussé à croire le mensonge parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Leur propre trait toxique avait construit le piège, tendu l'appât et fait sauter le verrou. Tout ce que j'ai fait, c'est m'éloigner et laisser le piège se refermer sur eux. Pendant des années, j'avais cru que j'étais un échec parce que je ne pouvais pas les réparer. Je pensais que si je travaillais plus dur, souriais plus, argumentais moins, je pourrais les transformer en la famille aimante que je désirais désespérément. Mais assis dans ce bus, regardant la ville se réveiller, j'ai réalisé la vérité ultime. On ne peut pas guérir les gens qui sont dépendants de leur propre maladie. On ne peut pas forcer les gens à vous valoriser lorsque toute leur identité repose sur le fait de vous rabaisser. Le moment où j'ai cessé d'essayer de prouver mon innocence à un jury truqué a été le moment où j'ai gagné. Le moment où mon père m'a chassé, il pensait qu'il me punissait. En réalité, il m'avait donné la clé de ma propre cage. Il m'a forcé à sortir des ténèbres et à entrer dans la lumière. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé mon reflet sur l'écran sombre. J'avais l'air différent. La tension autour de mes yeux avait disparu. La contraction défensive de ma mâchoire s'était relâchée. Je n'étais plus le fils invisible. J'étais Mason. J'étais un homme indépendant avec une carrière solide, une tante farouche qui m'aimait inconditionnellement et un avenir qui m'appartenait entièrement. Alors que le bus s'arrêtait devant mon immeuble de bureau, j'ai rassemblé ma mallette. J'ai ressenti une vague de fierté, un profond et puissant respect pour l'homme que j'étais devenu à travers l'épreuve. J'avais survécu au pire qu'il pouvait me jeter, et je n'avais pas laissé cela me rendre amer. Je l'avais laissé me rendre libre. 3 jours après l'explosion légale chez mon père. La vie chez tante Clara s'était installée dans un rythme confortable et paisible. C'était un samedi matin. Le soleil inondait les fenêtres de la cuisine, frappant les planchers en bois dans des carrés dorés et chauds. J'étais assis à l'îlot de la cuisine, mangeant une tartine de confiture, écoutant le son réconfortant de Clara, faisant la vaisselle à l'évier, et fredonnant un vieux morceau de jazz. C'était une image de tranquillité domestique. Et puis mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je n'avais pas encore complètement verrouillé mon téléphone, laissant quelques canaux ouverts juste au cas où David aurait besoin de me contacter concernant les documents de la fiducie. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le message texte ne venait pas d'un avocat. Il venait d'un numéro inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu la cadence. Et, c'est Elia. J'ai dû emprunter un téléphone jetable. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Peux-tu passer par la maison et m'apporter mes notes d'histoire de mon bureau? Mon avocat dit que je pourrais obtenir une négociation de peine si je montre que j'essaie de terminer mes études. Merci, mec. Je fixais le message texte lumineux, la tartine à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai lu 3 fois juste pour m'assurer que mon cerveau ne méprenait pas les mots. L'audace pure et sans mélange était presque impressionnante. Il n'y avait pas d'excuse. Il n'y avait aucune mention du fait qu'il avait menti, tenté de me piéger pour un crime, volé les bijoux de ma mère, ruiné notre père et s'était fait arrêter. Il n'y avait aucune reconnaissance du traumatisme qu'il avait causé. Il risquait la prison. Sa vie était en ruine complète, et son instinct était toujours de me traiter comme son garçon de course personnel. Il croyait sincèrement que le monde, y compris moi, existait encore uniquement pour servir ses besoins. Il pensait qu'il pouvait simplement appuyer sur le bouton de réinitialisation et que je me remettrais au pas, désespéré d'aider mon petit frère. Il y a une semaine, un texte comme celui-ci m'aurait envoyé dans une rage aveugle. J'aurais tapé un paragraphe énorme et furieux, lui hurlant à travers l'écran, exigeant des excuses, essayant de le forcer à voir à quel point il était toxique. J'aurais engagé le combat. Mais assis là avec le goût de confiture de fraises dans la bouche et le soleil me chauffant le dos, je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de poussée d'adrénaline. Je ressentais un profond sentiment de pitié suivi immédiatement par un détachement complet. J'ai réalisé que j'avais enfin vraiment cessé d'attendre qu'il devienne quelqu'un d'autre. C'était une personne manipulatrice, égoïste et il le serait toujours. L'engager, même pour le réprimander, ne faisait que lui donner l'attention qu'il désirait désespérément.
Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas tapé une seule lettre. J'ai simplement tapé sur l'écran, supprimé le fil de discussion et bloqué le numéro de téléphone jetable. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir en marbre, j'ai pris ma tasse de café et j'ai pris une lente gorgée. Clara s'est retournée de l'évier, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle a levé un sourcil. Spam? J'ai souri, prenant une autre bouchée de ma tartine, juste de la poubelle. Ce fut la dernière fois que j'entendis directement parler d'Elia. Le fantôme de mon frère disparut dans l'éther numérique, et mon matin resta parfaitement, merveilleusement calme. Des mois passèrent et les pages du calendrier tournèrent, éloignant de plus en plus le mardi soir qui a changé ma vie. Le changement n'était pas seulement géographique, il était entièrement psychologique. Quand on retire un poids énorme d'une plante, elle commence immédiatement à pousser vers le soleil. C'est exactement ce qui est arrivé à ma carrière. Sans le fardeau mental constant et épuisant de gérer les attentes de mon père et les attaques passives-agressives de Sarah, mon énergie a explosé. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail à l'entreprise de logistique. Je ne faisais plus seulement mes heures. J'innovais. J'ai repensé l'ensemble de notre modèle de distribution régionale, faisant économiser à l'entreprise des centaines de milliers de dollars en inefficacité de transport. Gabriel, mon patron, l'a immédiatement remarqué. Un vendredi après-midi pluvieux, il m'a appelé dans son bureau. Il ne m'a pas offert d'augmentation. Il m'a offert un empire. Il ouvrait une nouvelle succursale sur la côte ouest, et il voulait que je sois le directeur des opérations. Cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire massive, d'options d'achat d'actions et de l'autorité de construire ma propre équipe à partir de zéro. J'ai accepté avant même qu'il ne termine de présenter les détails. Ce soir-là, j'ai emmené Clara et Dylan au meilleur steakhouse de la ville pour célébrer. Nous étions assis dans un box en cuir moelleux, faisant teinter de lourds verres en cristal de champagne. À mi-chemin du dîner, Clara fouilla dans son sac à main et en sortit une épaisse enveloppe manille. Elle la fit glisser sur la nappe blanche vers moi. « J'allais attendre que tu déménages pour te donner ça, » dit Clara, ses yeux brillants de fierté. Mais compte tenu de la promotion, je pense que c'est le moment idéal. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents du cabinet d'avocat de David. C'était le transfert complet de la fiducie de ma mère. Non seulement le bracelet de saphir, qui était maintenant en sécurité dans un coffre de banque à mon nom, mais aussi le fonds universitaire. Parce que j'avais financé mes études supérieures en travaillant 3 emplois, le fonds était resté intact pendant 20 ans, accumulant tranquillement des intérêts composés. J'ai regardé le chiffre au bas du relevé. C'était stupéfiant. C'était suffisant pour acheter une maison en espèces ou démarrer ma propre entreprise. Elle voulait que tu aies un filet de sécurité, dit doucement Clara, tendant la main par-dessus la table pour me serrer la main. Elle savait que Robert ne te protégerait jamais. Alors elle s'est assurée que je puisse l'utiliser pour construire la vie que tu veux, Mason. Je regardais le papier, ma vision se brouillant légèrement à cause des larmes. Ma mère était partie depuis 2 décennies, mais elle avait traversé le temps pour me rattraper quand je suis finalement tombé. Je n'étais pas un orphelin. J'avais une famille. J'avais Clara. J'avais Dylan. Et j'avais une mère qui m'aimait assez pour déjouer l'homme qui avait essayé de me briser. Quelques semaines avant de faire mes cartons pour déménager sur la côte ouest, j'allais prendre un café rapide en centre-ville. Je faisais la queue, vérifiant mes emails sur mon téléphone quand j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Mason. Bon sang. C'est toi. Je me suis retourné. C'était Julien. Il avait l'air terrible. Le sourire confiant et condescendant qu'il arborait au dîner de famille avait disparu. Il semblait épuisé, ses vêtements légèrement froissés. Julien, dis-je calmement, lui faisant un signe de tête poli et bref. Il est immédiatement sorti de la file et m'a tiré vers une table de coin. Il semblait désespéré de parler, pratiquement vibrant d'énergie nerveuse. « Mec, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé », commença Julien, ses mots s'enchaînant rapidement. Je ne savais pas qu'Elia mentait. Je jure que si j'avais su, c'est bon, Julien. Je le coupai, ne voulant pas entendre ses excuses pathétiques. C'est du passé. Je dois retourner au travail. Attends, tu sais ce qui leur est arrivé, demanda Julien, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. À ton père et Elia. Je m'arrêtai.
Je ne cherchais pas activement d'informations à leur sujet, mais je ne pouvais nier une fugace curiosité sur la façon dont les choses s'étaient arrangées. Non, je ne leur ai pas parlé. Julien se pencha. C'est un désastre complet. Sarah a quitté ton père dès que la banque a gelé leur compte joint pour enquêter sur la fraude électronique. Elle a fait ses valises et est retournée chez sa sœur. Elle a demandé le divorce 3 semaines plus tard, exigeant une pension alimentaire que ton père ne peut même pas se permettre de payer parce que tout son argent est bloqué dans les frais d'avocat. Je sirotais mon café, mon expression complètement neutre. Et Elia, continua Julien, espérant clairement une réaction. Son avocat a réussi à le maintenir hors de prison fédérale, mais il est en liberté conditionnelle stricte. Il a maintenant un casier judiciaire. Il ne peut obtenir aucun emploi dans la finance ou la technologie. La dernière fois que j'ai entendu parler, il travaillait de nuit dans une grande blanchisserie commerciale à la périphérie de la ville, transportant du linge humide. Ton père vit seul dans cette grande maison, et la banque menace de la saisir. Julien fit une pause, attendant que je rie, que je me vante, que je montre un signe de satisfaction vicieuse. Mais je ne le fis pas. Je me contentai de le regarder. Je ressentis une reconnaissance froide et objective des faits. L'univers avait équilibré la balance. Le fils prodige faisait du travail manuel dans l'obscurité, et le roi arrogant était assis seul dans un château vide qu'il ne pouvait pas se permettre. Ils s'étaient complètement détruits l'un l'autre. Merci pour les nouvelles, Julien, dis-je, ma voix plate. Prends soin de toi. Je sortis du café. Jetant ma tasse vide dans la poubelle au coin, je ne regardais pas Julien en arrière, et je ne pensais plus à Robert ou Elia. Ils n'étaient plus des personnages de mon histoire. Ils n'étaient que des récits édifiants que j'avais laissés derrière moi dans le rétroviseur. Ma dernière nuit en ville, je suis resté chez tante Clara. La plupart de mes cartons étaient déjà expédiés vers l'ouest, donc je vivais avec le même sac à dos en toile que j'avais apporté il y a des mois. Après le dîner, je suis monté à la chambre d'amis pour emballer mes articles de toilette. J'ai ouvert le tiroir du haut de la commode ancienne pour chercher une paire de chaussettes supplémentaires, et là, c'était la petite boîte en velours bleu foncé. Clara l'avait laissée dans le tiroir pour que je l'emporte avec moi. Je l'ai prise. J'ai passé mon pouce sur le tissu doux, sentant la forme de la charnière. Je l'ai ouverte. Le saphir captait la faible lumière de la lampe de la chambre, scintillant doucement contre l'intérieur en satin blanc. C'était magnifique. C'était une partie de mon histoire. Mais en la fixant, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne ressentais plus le poids écrasant de l'accusation de mon père. Je ne ressentais plus la piqûre de la trahison d'Elia. Je ne ressentais plus la panique d'être jeté dehors dans la nuit. C'était juste une petite pierre bleue dans une boîte en velours. Elle n'avait absolument aucun pouvoir sur moi. La porte qui s'était refermée derrière moi ce mardi soir n'était pas une punition. C'était une mission de sauvetage. L'univers m'avait forcé à sortir d'un environnement toxique parce que j'étais trop loyal, trop plein d'espoir pour partir seul. J'avais perdu une maison, oui, mais j'étais sorti d'une illusion et j'étais entré dans une réalité où j'étais aimé, respecté et incroyablement réussi. Le calme de ce mardi soir s'est avéré être le premier soir de quelque chose de tout à fait différent. Le premier soir de ma vraie vie. J'ai refermé la boîte, je l'ai jetée dans mon sac à dos et j'ai fermé la fermeture éclair. J'étais prêt à partir. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais que ce fut un long voyage, mais c'est un voyage que je devais partager. Quitter sa famille est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire, même quand c'est la bonne chose. J'espère que cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, surtout si vous vous êtes déjà senti comme la personne invisible dans votre propre vie. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire, ayant dû vous éloigner de personnes que vous aimiez pour protéger votre propre paix? Faites-le moi savoir dans les commentaires.